Ce week-end, il y a eu d'importantes attaques de la Russie, jusque dans Kiev même. D'après ce qu'on sait, il y aurait eu au moins 2 jours d'affilée de tirs de missiles Oreshnik qui ont touché des cibles. Et cet après-midi, il y a eu de nouveaux rapports, publiés il y a seulement quelques heures. La Russie avertit qu'elle pourrait frapper des centres de décision en Ukraine. Selon cet article, c'est une source des médias russes, RIA Novosti, les forces armées commenceraient à viser des entreprises du complexe militaro-industriel à Kiev. Cela inclurait des sites dédiés à la conception, à la production, à la programmation et à la préparation de l'utilisation de drones par le régime de Kiev, avec l'aide de spécialistes de l'OTAN chargés de fournir les composants nécessaires. Le ministère russe a prévenu que la fourniture de renseignements et de données de ciblage serait appliquée aussi bien aux centres de décision qu'aux postes de commandement. Tous ces sites se trouvent dans la capitale ukrainienne. C'est pourquoi le ministère a appelé les diplomates et les représentants des organisations internationales à quitter la ville au plus vite et a demandé aux habitants de ne pas s'approcher des infrastructures militaires ou administratives. Alors, écoutez, le président Poutine subit de plus en plus de pression à l'intérieur de la Russie ces derniers temps, parce qu'il n'a même pas réussi à atteindre les objectifs de ce qu'il appelle l'opération militaire spéciale, l'OMS, à savoir le contrôle de tout le Donbass. Et maintenant, on entre dans la 5e année. Donc oui, il est vraiment sous forte pression. Pourquoi vous ne l'avez pas fait jusqu'à présent? L'une des critiques qu'il a reçues, c'est justement ça. Pourquoi avoir gardé les gants dans tous ces domaines clés à Kiev? Si c'est là que se trouvent les centres de commandement, si c'est là que sont les sites de production, pourquoi ne pas les avoir mis sur la liste des cibles? Parce qu'ils sont tous concentrés là-haut. Ils peuvent se plaindre de ce que fait l'OTAN ou des 50 pays qui les soutiennent et tout le reste. Mais ils vont dire, au minimum, c'est un conflit militaire. Oui, regardez là-haut des images vraiment impressionnantes. Elles viennent directement de la capitale et je pense qu'on va en voir d'autres dans un instant. Il y a des images assez spectaculaires des missiles arrivant en pleine nuit. Mais ils disent, regardez, que ce soit le début de quelque chose, pas la fin de quelque chose, parce qu'il faut continuer à le faire. Sinon, on n'a aucune chance de gagner la guerre. Et d'ailleurs, ces derniers jours, il y a eu plusieurs articles dans la presse russe ouverte qui débattent de cette guerre. On dit souvent qu'il n'y a pas de liberté d'expression du côté russe, mais en réalité, il y en a une, même si elle est limitée. Parce que si on va trop loin, on risque la prison. Et beaucoup y sont déjà allés. Mais, par exemple, ce matin, j'ai lu sur l'un de leurs sites de revues militaires, je crois que c'est le site Military Review, en russe, traduit par Google Translate, qu'il y avait des discussions sur les avantages et les inconvénients de poursuivre cette opération militaire spéciale ou de l'arrêter. Et une grande partie de la discussion, c'est de dire, regardez, du côté ukrainien, ils continuent de trouver des hommes, que ce soit en les prenant dans la rue ou par la mobilisation. Peu importe. Ils trouvent toujours des hommes à envoyer là-bas, sur le front. Donc peu importe combien on en tue, il y en a toujours d'autres pour les remplacer. Du coup, on ne détruit pas vraiment l'armée. Elle tourne en quelque sorte. Chaque fois qu'on en abat un autre arrive, et l'armée reste globalement stable. Les lignes de front bougent très peu, surtout à cause des drones. Et ça, c'est l'autre point dont on parle ouvertement dans la presse. L'Ukraine a beaucoup progressé dans ses capacités en matière de drones. Ils ont progressé dans leur capacité à frapper derrière les lignes russes, beaucoup plus efficacement qu'avant. Et ça, c'est parce qu'ils continuent à faire de la recherche, du développement et à mettre au point des technologies qui, dans certains cas, n'existaient même pas il y a 6 mois. La Russie, elle, n'a pas encore trouvé de parade à certaines de ces innovations.
On vous a montré, bien sûr, certaines frappes à longue portée menées en plein cœur du territoire russe. Mais même les zones arrières, les zones logistiques, ont été touchées. Et donc, beaucoup d'analystes du côté russe disent clairement, il n'y a aucune perspective que tout cela se termine dans un avenir proche. Pas dans un an, pas dans 2 ans. Il n'y a même pas de date de fin envisagée. Et au fond, on ne se rend pas service. Continuer à mener ce qu'ils appellent une opération militaire spéciale, au lieu d'une guerre pleinement mobilisée, ne nous aide pas si l'objectif est de réussir. Apparemment, il y a en Russie un groupe qui dit qu'il faut en finir avec la guerre, qu'il faut la terminer. Ces analystes n'ont pas précisé, en tout cas pas ceux-là, sur quelles conditions ça se ferait. Mais ils affirment que ça ne sert à rien de continuer à se battre dans un conflit qu'on ne peut pas gagner, qu'on n'a ni les ressources ni le temps pour le faire à un coût raisonnable. Et bien sûr, il y a d'autres analystes qui pensent exactement l'inverse. Eux disent « non, 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 on peut gagner et on doit continuer à avancer, même aller plus loin ». Et on peut se demander si ce n'est pas justement ce qu'on commence à voir maintenant, avec ces frappes qui touchent ces installations. C'est la première fois qu'ils sont touchés, tout court. Il y a bien eu des drones et d'autres engins qui frappaient des cibles à Kiev depuis longtemps. Mais tout ce qui est vraiment important, les centres de décision, les dirigeants, ça, jusqu'ici, c'était intouchable. Apparemment, ce n'est plus le cas. Et dans la dernière déclaration du ministère russe aujourd'hui, ils disent en gros « étrangers, diplomates, vous devez quitter Kiev. Et les habitants, tenez-vous loin des installations militaires ou des centres de décision parce qu'on va les viser. » Donc, on peut supposer que quand le soleil se couchera ce soir, probablement dans l'émission de demain, on aura de nouvelles vidéos à vous montrer à ce sujet. Mais ça pourrait être vraiment important. L'Ukraine a aussi... Ah oui, voilà, c'est justement certaines de celles-là. Ce sont quelques-unes des frappes les plus spectaculaires d'hier soir, et apparemment il y en aura encore beaucoup plus cette nuit. Mais on voit bien qu'il n'y a rien à faire pour les arrêter. Je veux dire, quelles que soient les défenses aériennes de l'Ukraine, elles étaient complètement impuissantes face à ça. Donc, si la Russie décide que c'est ce qu'elle va faire, oui, on voit ici un des missiles traverser le ciel, et un autre, on le voit carrément descendre vers le sol, sans qu'aucune interception ne se produise. En fait, même celui-là, on ne voit même pas de missile intercepteur décoller. C'est Kiev, bon sang. Ce n'est pas juste une ville quelconque, c'est Kiev. Alors, si la ville est aussi vulnérable face aux missiles russes, on imagine facilement ce que c'est ailleurs sur les lignes de front. La Russie contrôle largement le ciel. Ce n'est pas une domination totale. Il y a encore quelques limites, oui, mais seulement quelques-unes. Et quand on regarde le type de missiles utilisés, là, la Russie a clairement l'avantage en ce moment. Donc, si elle décide de frapper des centres de décision importants, des sites liés aux missiles ou d'autres usines stratégiques, elle en a tout à fait les moyens. Ils vont les frapper, parce que franchement, vous n'avez absolument rien pour les en empêcher. Pendant ce temps, du côté ukrainien, on cherche d'une certaine manière à élargir le champ des opérations. La semaine dernière, on vous a montré que ce soit Karaganov ou d'autres figures russes bien connues qui disaient « il faut qu'on monte d'un cran en Europe, il faut qu'on frappe les mêmes types de cibles qu'ils visent à Kiev ». Ils parlaient de frapper leurs villes, leurs usines de missiles, leurs usines de drones et d'autres sites où ils ont des centres logistiques. Bref, tout ce qui alimente l'Ukraine en capacité militaire létale. Il faut les frapper là-bas, disait-il. Eh bien, il s'avère que ce ne sont pas seulement les Russes qui envisagent d'étendre le conflit, mais que même Zelensky serait, selon certains rapports, en train d'y penser aussi. On voit de plus en plus de troupes ukrainiennes se déplacer au sud de la Biélorussie.
Alors, on peut se demander, la Biélorussie, pourquoi là-bas? D'après ce que j'ai pu observer, il n'y a pas eu de signalement d'un regroupement massif de troupes russes en Biélorussie, comme c'était le cas quand la guerre a commencé, en février 2022. Mais l'Ukraine y envoie quand même des forces. Certains pensent qu'il espère que la Biélorussie entre en guerre, pour qu'il puisse livrer bataille là-bas, et qu'ensuite, il puisse se tourner vers l'OTAN et dire voilà, maintenant, un autre pays est contre nous. On mène une guerre sur deux fronts. On n'y arrive pas. On a besoin que vous veniez nous aider sur le terrain. Je ne sais pas s'il irait jusque-là, mais on sait bien qu'il en rêverait. Il essaye d'obtenir ça depuis presque 2 ans et demi, depuis le début de la guerre. S'il essaye vraiment de faire ça, c'est quelque chose qu'on doit surveiller de près. Pendant ce temps, on a Poutine lui-même, qui vient tout juste de promulguer une loi assez intéressante. Cette loi autorise, je cite, l'usage de forces militaires pour protéger les citoyens russes à l'étranger. D'après ce rapport, le président russe Vladimir Poutine a signé le 25 mai un texte qui lui donne en pratique le pouvoir d'envahir des pays étrangers sous prétexte de protéger des citoyens russes. La législation adoptée par la Douma d'État le 13 mai permet au président russe d'ordonner le déploiement de troupes à l'étranger pour protéger des citoyens russes menacés d'arrestation, de détention, de procès ou d'autres formes de persécution supposées par des États étrangers ou des tribunaux internationaux. Et on ne peut s'empêcher de se demander pourquoi maintenant. Pourquoi faire passer cette loi maintenant? Parce que souvenez-vous, juste avant le début de cette guerre, en février 2022, il y a eu une série de lois adoptées qui ont permis à la Russie d'aider militairement le Donbass. Ils avaient conclu des accords avec les provinces de Donetsk et de Louhansk pour leur apporter du soutien, puis ils ont reconnu leur indépendance avant de finir par les intégrer à la Fédération de Russie. Donc, il y a déjà eu des moments où les lois ont été modifiées en Russie juste avant qu'ils aient besoin de franchir des frontières, et ainsi de suite. Alors on peut se demander si cette fois encore, enfin, on en parlait à l'instant. Il n'y a pas des tensions similaires au sein de l'administration américaine, sous le président Trump, avec certains qui privilégient la voie diplomatique et d'autres qui veulent une approche plus militaire. Vous avez vu ce qui se passe en Israël. C'est la même situation ici. C'est le même scénario. On en a parlé ce matin à propos de l'Iran, où il y a un camp plus va-t-en-guerre et un autre plus diplomatique qui veut mettre ça en avant. C'est pareil du côté russe, sauf que là, le camp le plus dur commence à prendre le dessus, parce qu'ils ont déjà essayé cette approche auparavant. Quand ils parlent d'opération militaire spéciale, ce n'est pas juste un euphémisme pour rendre la guerre plus acceptable. En Russie, ça a de vraies conséquences juridiques. S'ils appelaient ça une guerre, ça changerait beaucoup de choses. Ça ouvrirait la porte à d'autres types de cibles et ça permettrait au gouvernement de faire davantage. Ça leur permettrait d'imposer une mobilisation, de forcer l'économie à passer en mode de guerre, sans que la population ait vraiment le choix. On leur dit quoi faire. Ils changent ce qu'ils produisent et ainsi de suite. Donc, si le pays entre en guerre, c'est une étape majeure. Passer d'une opération militaire spéciale à une guerre ouverte, ça veut dire un niveau d'engagement bien plus important. Alors, on peut se demander, est-ce que ceux qui, en Russie, plaident pour cette escalade commencent à prendre le dessus? Pourquoi le président Poutine a-t-il adopté cette loi maintenant, celle qui autorise l'armée à intervenir à l'étranger? Parce qu'avant, ce n'était pas possible. S'ils n'étaient pas attaqués physiquement par un autre pays, la loi russe ne leur permettait pas d'aller combattre à l'extérieur. Et bien sûr, on peut se demander qui pourrait être la première cible de cette nouvelle disposition, sinon les pays baltes, au nord.
C'est une chose si on parle de lancer des missiles militaires à longue portée sur la France, l'Allemagne ou même le Royaume-Uni. Ces pays-là figurent déjà sur la liste des cibles. C'est d'ailleurs l'une des idées que Karaganov a proposées, par exemple. Mais si on parle des régions baltes, là c'est différent. Ce serait plutôt une situation militaire plus classique. Parce que, tout récemment, le camp occidental et plusieurs pays baltes ont déclaré ouvertement qu'il faudrait prendre Kaliningrad. C'est une enclave russe, séparée physiquement du reste de la Russie, qui existe depuis la chute de l'Union soviétique. Il y a eu des négociations à l'époque, bien sûr, mais aujourd'hui, c'est en quelque sorte une base avancée de missiles. C'est une situation assez particulière. Mais beaucoup en Occident, même ces derniers jours, disent « Franchement, c'est une horreur. On devrait juste aller la récupérer. On n'a qu'à y aller et la prendre. » Et donc la Russie entend tout ça et elle se dit « Ah oui, si vous faites ça, peut-être qu'on devrait aller prendre ceci. » Et bien sûr, il y a une population russe importante, une population d'origine russe dans les pays baltes. Alors le fait que Poutine signe ce document maintenant, ça pourrait poser les bases pour dire « Écoutez, si on commence à bouger ici, on pourrait bien s'en emparer. » Et regardez, l'ensemble des pays baltes, les trois, je crois que leurs forces terrestres réunies. C'est comme une brigade de combat, une brigade renforcée, quelque chose comme ça. Même toutes ensemble, ça n'atteint même pas le niveau d'une division. Donc si la Russie voulait faire quelque chose, ce serait comme prendre un bonbon à un enfant. Je veux dire, ils n'ont pas de position défensive, pas d'industrie, rien du tout, à part l'article 5. C'est l'une des seules choses auxquelles ils s'accrochent. Et si c'est à ça qu'ils se raccrochent, tout en laissant leur espace aérien être utilisé, apparemment par l'Ukraine, pour pénétrer dans l'espace aérien russe et frapper en profondeur à l'intérieur du pays, alors la Russie leur dit « Vous êtes déjà impliqués maintenant ». Ils le disent depuis un moment. Mais jusqu'à présent, ils n'ont encore rien fait à ce sujet. Mais c'est quelque chose qu'on va surveiller de beaucoup plus près, parce que pas mal d'éléments commencent à bouger. On verra bien ce qui se passe pendant la nuit. On en reparlera demain matin. On fera le point sur tout ce qui aura pu se produire d'ici là. Par exemple, Dmitri Medvedev a déclaré que si la Russie frappait des cibles à l'extérieur du pays, ou même certains objectifs à l'intérieur de l'Ukraine, cela pourrait potentiellement élargir le conflit. Il le reconnaît. Mais il dit aussi, comme d'autres dont on a parlé récemment, qu'il serait peut-être encore plus grave de ne pas le faire, parce que cela encouragerait de nouvelles attaques. Donc, selon lui, il faut continuer et frapper encore davantage. Ce qui veut dire qu'il est possible qu'on voit arriver des frappes encore plus importantes. Et le fait que la Russie ait utilisé des missiles Iskander à plusieurs reprises récemment montre à quel point ces armes sont importantes pour eux et à quel point ils y accordent une grande priorité. Parce qu'ils n'en ont pas beaucoup de ces missiles Iskander. Ils ont commencé la production que depuis, je dirais, 8 ou 9 mois. Quelque chose comme ça, d'après ce qu'on sait en tout cas. Donc ils n'en ont probablement pas beaucoup, parce que c'est un système de missiles très sophistiqué et qu'ils ne le fabriquent que depuis peu de temps. Donc oui, ils doivent en avoir assez peu. Et le fait qu'ils en aient déjà utilisé certains montre qu'ils y attachent une importance vraiment élevée. On verra comment tout ça va évoluer, parce qu'on pourrait penser qu'ils voudraient en garder pour un éventuel affrontement avec l'OTAN. Dans ce cas-là, ces missiles peuvent frapper de très loin et faire beaucoup de dégâts, alors qu'ils ont d'autres systèmes qu'ils pourraient utiliser pour des cibles locales. Mais ils ne l'ont pas fait, donc ça veut dire que c'est vraiment une priorité pour eux. Peu importe ce qu'ils ont visé, ces sites liés aux missiles, ces usines qu'ils ont frappées, ils veulent clairement les neutraliser. On va donc regarder ça de près, parce que si on continue à avancer comme ça,
on va se retrouver avec ce que John Mearsheimer appelle un conflit gelé. Autrement dit, un conflit qui reste là, mais qui n'avance plus. Et c'est justement ce qui frustre certains en Russie. Ils disent, écoutez, à ce rythme-là, on ne terminera pas avant 1 an ou 2. Et qui a envie de mener une guerre sans fin? Quelle que soit la réalité des pertes russes, ils continueront à tenir cette ligne. Et personne ne veut d'une perte de main-d'œuvre perpétuelle sans que rien ne change sur le champ de bataille. On verra bien ce que ça va donner. Mais il y a quand même des choses à surveiller, parce que tout ça pourrait exploser à peu près au moment où il se passe des choses du côté de la guerre en Iran. Et que Dieu nous aide si ces deux crises éclatent en même temps. Ce serait une période vraiment difficile pour la cause de la paix, dans une grande partie du monde, et surtout dans le monde occidental. On va suivre ça de près. Merci beaucoup à tous, on vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. On a une belle série d'invités qui arrivent plus tard dans la semaine. Gary, qu'est-ce qu'on a demain? Je n'ai pas vu le programme. Qu'est-ce qu'on a demain? Une seconde. Désolé. Encore une question surprise de la part de Gary. Je crois qu'on a le professeur Morandi demain. Et on aura aussi Scott Ritter, c'est sûr. D'accord. Ose-t-on lui dire que le colonel Douglas va revenir? Oui, très bien. C'est toujours l'un des sujets les plus populaires ici. Mais avec Scott qui en parle. Parce que s'il se passe quoi que ce soit pendant la nuit, personne n'est mieux informé que Scott Ritter. Et le professeur Morandi, personne n'est meilleur que lui pour parler du côté iranien, de ce qui peut ou non s'y passer. Alors ne ratez aucun de ces 2 programmes demain. Il y a aussi d'excellentes choses à venir pour le reste de la semaine. Comme toujours, s'il se passe quelque chose, venez directement ici. Gary et moi, on vous en parlera dans le Daniel Davis Deep Dive. Absolument. Et n'oubliez pas d'en parler à vos amis, ceux qui aiment écouter des podcasts. Dites-leur d'ajouter Daniel Davis Deep Dive à leur liste. Ils doivent savoir ce que vous savez. Et ils peuvent l'écouter là où ils écoutent déjà leur podcast. Il suffit de leur en parler.